Après discussion avec mes collègues, s'articule autour de la dernière nuit d'Émir Abdelkader. Émir Abdelkader, quand il a pris la décision de déposer les armes face à son ennemi, je m'adresse directement au milieu à M. Henry. Si c'est une reddition ou si c'est autre chose. C'est autre chose, c'est quoi? Quand on pose des conditions pour discuter, il me semble que ça ne peut pas être une reddition. Et la veille, comme ses frères, ses deux frères, eux, oui, ils avaient fait une reddition. Ils étaient pourchassés par le roi du Maroc. Il y avait encore la possibilité de rejoindre le sud et de là continuer à combattre. Il ne s'agit pas d'une reddition, il s'agit d'une fin des hostilités avec des conditions. L'émir a posé ses conditions. La notion de reddition ne peut pas être considérée en ce qui le concerne. الصوفية تخلاوش عن الوظيفة تاعها على لا فونكسيون تاعها. À un moment, il a décidé d'arrêter. Tous les spécialistes de l'émir ne sont pas parvenus à établir une conclusion. Il ne faut pas oublier que l'émir, d'abord, c'était un général, un chef militaire. Est-ce que l'émir a mis fin à ce combat en tant que militaire? Toutes ces conditions ont mis l'émir Abdelkader dans une position inconfortable. Quoi qu'on dise, l'émir restera toujours l'icône. Vous pouvez continuer le combat d'une façon ou d'une autre, mais il ne voulait pas faire subir à son peuple la terre brûlée qui était l'apanage des généraux français. C'est mon avis. Le fait qu'il ait renoncé au combat, c'est qu'il a remis le mandat. Et quand il a décidé d'arrêter, parce qu'il n'y avait plus de solution. Si je pars, je ne reviendrai plus. Pour lui, s'il revient en Algérie, c'est pour reprendre des armes, pas en touriste. À ce jour, ni les manuels scolaires, ni l'université, on n'a pas trouvé le mot juste, enterré de façon correcte l'Émir Abdelkader. À ce jour, on n'arrive pas à mettre notre Émir Abdelkader sur grand écran. Et être fier. Il y a un problème. Il a déposé les armes. À Ghazawat, devant le duc d'Oman, il lui a offert son cheval et ses deux pistolets. Tu ne tiens pas la vérité, je ne tiens pas la vérité, personne ne tient la vérité. Les conditions de l'émir, il y a, je crois, un document qui atteste qu'ils ont été acceptés. Ils ont été trahis par parole d'honneur de la France. Ils demandent à l'État français de respecter la parole qu'il a donnée à un combattant d'honneur. Louis Philippe s'est mangé sur l'Émir Abdelkader. Au lieu de l'emmener vers l'Orient, comme ça a été décidé par la Mauricienne et le duc d'Oman, il a orienté en fort de la Margue à Pau et de Pau à Amboise, puis sa libération. Donc c'était beaucoup plus une punition de Louis Philippe vis-à-vis des 157 prisonniers assassinés. Ça, c'est un point noir. Bessalem s'est rendu et Bugeaud a exigé de Bessalem d'écrire une lettre à l'émir. Pourquoi l'émir n'a pas condamné Bessalem de trahison? Pourquoi il a accepté sa lettre pour poser aussi ses conditions? Où beaucoup de docteurs, la future docteur, il y a avoir des sujets à traiter riches sur la dernière partie de l'Émir Abdelkader pour éclairer. Tous les éléments possibles et les éléments. C'était questionnement. Oui, c'est un sujet en même temps pour dire que voilà, le déclenchement ça a été à telle date. Donc ça n'a pas été par exemple le 24 ou le 23 décembre. Ça a été par exemple au mois d'octobre. Oui. Il y a quelque chose qui puisse témoigner de tout ça. C'est des questionnements. C'est des questionnements. Chris, tu permets, oui, bien sûr, rebondis sur mon opinion. Le roi voulait punir l'émir, son massacre des prisonniers. Je ne partage pas cette opinion. Et moi, à mon avis, quand l'émir a fait une offre de paix à la Mauricienne, le prince a ratifié. Moi, je pense que le roi, le père, n'aurait pas déjugé son fils. Mais ce sont les militaires qui ont paniqué. Le 30 décembre, le 29 décembre, le général Monge, Marie-Monge, c'est ça, Marie-Monge,
il écrit au général Soult, plus gradé de l'armée française. Oui. Et là, j'apprends que l'émir va être dirigé en Égypte. J'ai peine à y croire, car je crois qu'il sera encore plus dangereux pour la France. Et quelques jours après, la presse et les sévices. Non. Aussi, c'est un sujet à traiter. Voilà. Donc, le roi n'aurait pas peut-être pas juré, c'est le dernier roi de France. Ça, c'est mon avis. Qui avait déjà fait l'objet de... Oui, moi je suis d'accord avec vous. Et c'est une question à poser comme sujet de thèse ou bien de magistère, à travailler pour, encore une fois, travailler. Moi, je pense que c'était la panique des militaires. D'ailleurs, même en 1960, les militaires, ils ont paniqué. Certainement. Il y a un général, les Algériens, avec ses 12 000 khallaïkhiyya, comme des cavaliers, il peut constituer une force. Il s'est inquiété d'Alger. Un général s'est inquiété de cette force. Donc moi, c'est mon avis. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Le roi n'aurait pas déjugé son fils, mais ce sont les militaires qui ont paniqué. Il reste roi quand même. Pas pour longtemps. Sa décision... Pas pour longtemps. 2 mois après. 2 mois après. Monsieur René, je voudrais revenir sur 2 points. Bon, les conditions micro-historiques, comment ça s'est passé, si sa maman qui lui a dit, bon, c'est de la micro-histoire, d'ailleurs, il n'y a pas beaucoup d'archives sur ça. Hein. Donc, tirer des conclusions sur... bien sûr, il y a des questionnements. C'est difficile. Hein. Oui. Ça relève peut-être du roman plutôt de l'histoire. Des opinions publiques. D'accord. Mais maintenant, j'en ai sur un point sur lequel je ne suis pas d'accord avec mon ami. Hadek sur le retard de la société algérienne. Sur le retard. Quand on lit le livre que j'ai cité tout à l'heure, les correspondances de Doma, quand il était à Mascara, il a passé, je pense, 2 ans à Mascara. 2 ans à Mascara, à être le consul, et donc le consul c'est un petit peu l'espion. Il était là, et il observait tout ce qui se passait à Mascara, et il rendait compte à... D'ailleurs, entre parenthèses, même l'établissement français à Sidi Bel Abbas, quand ils se sont installés à la Redoute près du marabout d'Al-Hinaya, c'est probablement sur la base des rapports qu'a fait Doma. Doma, effectivement, oui. C'est un peu compliqué. Mais ce qu'on lit dans les lettres, c'est le retard. Un retard immense. Je vais donner un exemple. Là. Par exemple, l'émir, le traité de la Tafna, il avait compris que pour s'opposer aux Français, il fallait de l'artillerie. Il fallait des canons. Et pour avoir des canons, c'était difficile. Les Français bloquaient les ports, etc. Tu sais que maintenant, tu as gagné un truc qu'on ne connaît pas très bien, son khalifa dont on ne parle pas beaucoup, le Bouhmidi. Bouhmidi, oui. Le Bouhmidi. Oui. Tu sais, Bouhmidi, c'est chez lui que se faisait toute l'industrie, c'était à Tlemcen. Oui, c'est le khalifa de Tlemcen. Qu'est-ce qu'il a fait pour récupérer des canons? Il a envoyé des nageurs à Honaïm, sur les épaves des navires espagnols pour retirer les canons et les utiliser. C'est quand même extraordinaire ce cas-là. Donc je dis par là que pendant toute la durée, les 2 années, le traité de la trêve de Tafna, l'émir a essayé de monter une industrie de l'armement, sur le faire de canons, à Tlemcen, à Miliana, je pense, etc. Mais il n'a jamais pu le faire parce que les Bani Amr, les Hacham, les Mahaj, ce qui était pour lui les grandes tribus, c'était des... Ils étaient en retard, c'était des bédouins. Alors il a fait appel à qui? Il a fait appel aux déserteurs français qui venaient chez lui, et la moitié des déserteurs, plus que de la moitié, c'était des espions. Les déserteurs, c'était des espions. Il a fait appel aux Juifs d'Oran et d'Alger, et quelques étrangers, des Italiens, etc., des Maltais, etc. Mais ça n'a jamais pu, il n'a jamais pu monter cette histoire. Parce que c'était pas possible. Quand tu lis les correspondants, c'était la tribu Hadi, un cheval Hadou. Ils étaient en retard, on n'y peut rien. D'ailleurs, je termine sur ça. Il avait envoyé Ben Arrash en France. C'est ça. Quand il y a eu la trêve, tiens, ces gens-là, ils viennent nous combattre, ils viennent nous envahir. Qu'est-ce qu'ils sont, les Français, qu'est-ce que c'est? Bon, il a demandé à Ben Arrash, vas-y voir les gens là, comment ils sont. Qui sont ces gens-là qui viennent nous combattre? Et Ben Arrash, bon, c'était la trêve, donc c'était un envoyé du souverain, un en France, d'accord? Donc il a été très bien reçu en France, Ben Arrash. On lui a fait visiter toutes les usines, les centres, etc. Alors Ben Arrash, quand il est revenu, il était effaré, le retard est immense. Il a fait le constat. Il avait repris le boulot, le combat. وقاعد يلعبوا يقولوا écoutez
Mais je voudrais vous rendre compte de ce qui se passe, de ce que j'ai vu en France, de la mission. Vas-y. Bon, vous voulez que je m'étende. Non, j'ai pas le temps. Il y a la guerre, il faut être. يقول له شوف يقولها بالعربيه يقول له هاد القوم هادو الفرنسيس دينهم كدنيانا الدين تاعهم الدنيا نتاعنا ودنياهم كديننا. avec ça tire les conclusions. الدنيا نتاعهم هما quand un Français à l'époque quand un ouvrier allait travailler à l'usine il travaillait à 8 heures. كديننا حنا نبغوا نصوموا نفطروا على 17h25 je sais pas quoi c'est très facile. Mais din tahom, alors l'évangile selon Saint Matthieu, selon Saint Pierre, selon tu fais ce que tu veux, alors que c'est certain كدنيا نحن اللي مخلطه quand on a un rendez-vous ici c'est même bien العصر والظهر tu peux attendre. Donc c'est un peu ça le retard de la société algérienne. Et quand tu parles de comment ça s'appelle l'Algérois Hamdan Khoja, c'était Alger, c'est quelqu'un qui maîtrisait plusieurs langues, c'est quelqu'un qui voyageait en France. Il y avait certainement des individualités qui avaient un bon niveau. Pour la masse, non, c'était pas ça. Moi, je rebondis, avant de passer la parole je rebondis pour dire que les tribus, en fin de compte, qui ont soutenu l'Ibn Abdelkader, étaient fatigués. Parce que chouf. La Smala, est-ce que maintenant la question est posée? Est-ce que la Smala était une décision juste l'Émir Abdelkader? Parce que la Smala en elle-même demandait beaucoup. Et les tribus, c'était les tribus qui alimentaient la Smala. Donc est-ce que la Smala, cette ville itinérante, n'était pas de trop dans la logistique, c'est dingue. Donc est-ce que cela n'a pas affaibli l'Émir dans son combat? C'est très important ça. Et là, ça a eu un impact négatif sur la société tribale. Ils ne pouvaient plus. Ils ont pour eux, Bujo, Kija, ils les ont menacés. Ils les ont sauvés de l'emprise de l'Émir Abdelkader pour alimenter cette smala. Aussi, ça c'est un sujet à traiter. Je suis désolé. Oui. La Smala, Bruno Etienne, c'est lui qui dit que c'est le génie de l'avenir, au contraire. Il ne pouvait pas avoir, il avait des capitales, il avait des villes, il avait Tagdam, il avait Seida, il avait Mascara, ils ont été occupés par les Français. Donc, son génie, c'est d'avoir créé une capitale itinérante, comme il se met. Avec quoi? Alors, dans cette Smala, qu'est-ce qu'il y avait? Il y avait toute l'Algérie. Tous ses alliés. Il y avait des gens de Mascara, des gens de Blabbas, des gens de Ouled Naïl. Tout à l'heure, tu avais dit, tu avais posé ça comme un... Action. Une action, voilà. S'il revient en Algérie, c'est pour combattre. Oui. Non, pas forcément. C'est-à-dire, quand il est parti, les lieutenants qui sont restés, les khalifas qui sont restés en Algérie, ben, il y en a qui se sont mis au service de la France. Zine, le Razine, Blabbas. Ben, je parle d'Émir en tant que chef. Attends, l'autre, le khalifa de Ouled Naïl, Ben Chérif, le père, ou Ben Chérif, etc. Eh ben, l'ami lui avait offert une espagnole à l'époque, etc. Et tout, eh ben, il est devenu khalifa et bachara des Français. Donc, pas forcément faire la guerre. Ses enfants même, il y a eu avec... on va s'étaler peut-être, mais le Hachmi, c'était un peu le clan français de la famille de et il est revenu s'établir à Boussaïda, et son fils, comment il s'appelle déjà? Amir Khaled, ben, il a été officier dans l'armée française. Oui, il a fait ça. On peut dire, mais tu peux l'Amir Khaled, il a été au service de l'armée française, mais il était aussi l'un des jeunes Algériens, c'est ça, on appelle ça comme ça. Les jeunes Algériens qui ont lancé l'idée d'émancipation, de revendication de droit ou même d'indépendance. Donc ce n'est pas contradictoire. C'est jamais. Vous dites, l'Émir Abdelkader, c'était génie. C'était l'idée lumineuse. C'est Bruno qui dit ça. Mais, je dis toujours mais, est-ce que dans les conditions qui étaient dans le temps, est-ce que cette smala n'était pas un fardeau pour les militaires? Est-ce qu'il ne s'est pas rendu compte que c'était beaucoup plus un fardeau qui l'a traîné
Figure-toi que jamais les Français n'ont pu prendre la France. لا لا Et même avec la prise de la شوف Osmane, c'était un acte. شوف les Français sont entrés, ils ne connaissaient pas le terrain. Dès qu'ils ont conquis le terrain, c'était facile pour eux de trouver la Smala. Parce que chauffe un militaire, qui ne connaît pas le terrain, c'est difficile pour lui. Et dès qu'ils ont 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, ils ont su, parce que c'est de grandes écoles. Des grandes écoles. C'est l'armée napoléonienne, c'est l'armée qui a fait l'Europe, qui a fait la Mésopotamie, qui a fait Osmanie. Donc ce n'est pas une armée tribale. Donc c'est une armée qui sortait des grandes écoles osmaniennes et qui a fait des épopées, qui a fait des guerres un peu partout. Donc si elle est entrée en Algérie, elle ne connaissait pas le terrain, mais une fois que le terrain était conquis, donc la Smala était difficile à repérer. Difficile à repérer. La Smala, tu traînes une ville, c'est facile à repérer. Par une armée qui a déjà conquis le terrain. Il faut être logique. Bon, moi je reviens. Je dis, l'émir, s'il a déposé les armes, c'est qu'il y avait des conditions défavorables pour continuer le combat. Et ces conditions peuvent s'énumérer en plusieurs points. Bon, on peut les citer, la Daïra, le roi du Maroc, la famine, la maladie, les trahisons. Familiales. Donc toutes ces conditions, après mûre réflexion, Libé Abdelkader a déposé les armes pour partir ailleurs. Bon, on sait sur reddition ou pas reddition, amen ou pas amen. Bon, l'essentiel, c'est que, moi je le dis, le deuil, on n'a pas fait le deuil de Libé Abdelkader. Il est parti. La question qui est abordée aujourd'hui, en principe, doit faire l'objet de 2 ou 3 symposiums. Deuxièmement, il faudrait que le travail se fasse sur la base de l'exploitation des archives nationales et étrangères. Il y a un document extrêmement important, et je vais te l'envoyer. Je vais vous l'envoyer. C'est un grand scientifique, un grand historien canadien, marié à une Turque. Il a publié un livre sur Emir Abdelkader, fait 700 pages. Et il a travaillé sur des archives turques. Parce que son épouse, justement, a travaillé, qui est turque, a travaillé, elle lui a ramené les archives et ils ont exploité. C'est inimaginable ce qu'il dit. C'est inimaginable ce qu'il dit. C'est vrai qu'on n'a pas fait notre deuil. Non seulement on n'a pas fait notre deuil, mais on ne connaît pas l'émir. On ne connaît pas l'émir du tout. Maintenant, quand il présente les stations, c'est inimaginable. C'est un extraterrestre, sur le plan du soufisme, de la philosophie, de la poésie. C'est extraordinaire, c'est inimaginable. Tout au long, même quand il avait la Smala, il était sûr de lui, il était fort. Tu sais, la prise de la Smala, comment il l'a décrit, parce que avec le duc d'Oman, imagine un seul instant, parce que le duc d'Oman, c'était un coup de folie qu'il avait fait. Il avait 21 ans, il était général parce que son père était le roi de France, et on lui a indiqué la Smala, il est parti l'attaquer. Mais c'était fou. L'Emir Abdelkader, heureusement, était absent. Parce que s'il avait été là, c'est le duc d'Oman qui aurait été fait prisonnier. Et ça aurait changé le cours de l'histoire. Malheureusement, l'émir n'était pas là. Il a fait un raid, pratiquement, il a pris ce qu'il a pris, il s'est taillé. Et l'émir, par là, quand il est revenu, il a poursuivi. Et qu'est-ce qu'il a ramassé, l'émir? Voilà ce qu'il dit. Parce qu'on lui a pris toutes ses archives. C'est un livre sur les archives. On lui a pris toutes ses archives et toute sa bibliothèque. Et c'est ça qui lui a fait mal. Non, c'est-à-dire les soldats qui cherchaient du fric, de l'or, de l'argent, etc. Donc ils ont mis tout ça dans des sacs. En revenant sur Médéa, il faisait le tri. Quand c'était pas utile, c'était du papier, il jetait. Donc lui, il a poursuivi la colonne française à la trace de petits feuillets qu'il a trouvés de sa bibliothèque. Et voilà ce qu'il dit, c'est extraordinaire. Voilà. J'avais l'intention, la bibliothécaire, j'avais l'intention d'établir un Taqdemt, il parle en 1843. Le gars, il était encore très fort, ce gars-là, en 1843, même avec ce moment-là. Et qu'est-ce qu'il dit? J'avais l'intention d'établir à Taqdemt sa capitale fixe, il y avait une capitale fixe donc, une vaste bibliothèque, mais Dieu
ne m'ont pas donné le temps. Les livres que j'avais destinés à en former le commencement étaient dans la Masmala, lorsque le fils du roi s'en est emparé. Aussi, ce fut une douleur ajoutée à mes douleurs de suivre votre colonne reprenant le chemin de Médéa à la trace des feuilles arrachées aux livres qui m'avaient coûté tant de peine à réunir. Ce n'est pas le discours de quelqu'un qui est en perte de vitesse, c'est le discours de quelqu'un qui est très fort. C'est une petite bataille de perdu, mais c'est tout. Donc non, moi je pense que quand il a pris la décision, pour revenir un petit peu à arrêter le combat, je crois qu'il avait il a été, j'allais dire, parce qu'objectif, il n'a pas été subjectif. Que c'est Ngolo? Il a fait un choix tactique. Voilà, il a choisi un tactique. Il a étudié les données. Il a vu que ça ne pouvait pas continuer. Alors, si ça ne pouvait pas continuer, l'une des raisons, c'est que ouais, il avait exposé son peuple, c'est peut-être lui qui le dit, je ne suis pas très certain, à un génocide. Et les officiers français, hein, donc, tu as dit tout à l'heure, qui sortaient des grandes écoles, mais c'était des grands criminels. Ils le disent, non, ils le disent. Nous avons massacré des tribus. Il fallait. Tous les temps. Ils ont avoué un génocide. Ils l'ont avoué. J'avance la flamme à la main. Exactement. Alors les historiens internes, moi ce que je reproche tout à l'heure, il y a un reproche aux historiens internes. Le reproche que je fais, moi, avec toute modestie aux historiens, c'est qu'il faut mettre en relief cette histoire de génocide. Parce que, si vous vous rappelez... C'est un cadre. Je vais encore plus loin, avec ta permission. Ce n'est pas un génocide. C'est un sociocide. Voilà. C'est déjà un nouveau mot. C'est un sociocide. Parce que Kitkara de Tocqueville, ce qu'il a dit sur l'Algérie, ils ont désagrégé pratiquement toute la structure sociale du pays. Chez vous, Michel Abarth. Wow. Michel Abarth que tu as lu. Michel Abarth, il écrit dans... l'histoire d'un parjeu. L'histoire d'un parjeu. Non, mais l'autre, dans sa préface, la vie de l'amiral Churchill. Il a fait une préface. Parce que le livre de Churchill, il s'arrête, la biographie s'arrête en 1863. Il a écrit ce livre en 1863. Donc l'amiral allait vivre encore 20 ans. Il est mort en 1883. Alors qu'est-ce que dit Abarth, qui est très honnête comme historien? Il met en relief cette histoire de génocide. Il fait une étude sur la population de l'Algérie, et il fait des études. Qu'en 1882, les Français avaient fait un recensement. Ils avaient trouvé que l'Algérie, la population était de 3 200 000. 3 200 000. Alors les idéologues français, etc., il fallait bien légitimer tout ça, expliquer tout ça. Bon, si c'est 3 200 000 maintenant, c'est que quand on est arrivé, puisque nous avons apporté la civilisation, la médecine, les soins, etc., c'est qu'ils étaient peut-être 2 millions. Maintenant, Michel Abarth, il va dans le sens contraire. Il goûte avec les données des archives turques, avec les données l'hydrobrunotées sur le nombre de chevaux, le nombre de... toutes les histoires, ça, il dit que l'Algérie a une population de 10 millions. Et que 3 millions, il y a un génocide de 7 millions. J'ai essayé de faire, honnêtement, moi, avec mes petits moyens, avec toute modestie, j'ai essayé de faire la même chose sur Sidi Bel Abbas, avec le départ d'Ibn Amr en 1845, etc. Ben j'arrive à peu près au même résultat. 70% de la population a été décimée du fait d'origine par les faits d'armes, par les famines, par les maladies, etc. Donc il avait affaire à des criminels qui ne recuaient devant rien. Donc il a choisi. Il y a un bon livre de Djilli Sari sur cette question-là. Oui, la démographie. Ouais. Mais Michel Abarth, c'est beaucoup mieux. Je voulais poser une question. Connaissant que l'émir Abdelkader, il a été fait par je ne sais pas combien de généraux, et on parle toujours dans nos livres de Muqawama Sha'biya, ça devient une résistance populaire. Est-ce qu'elle n'a pas une dimension plus que nationale? Si cette notion de nation existait dans le temps. On parle de Muqawama Sha'biya, donc vu le combat qu'il a mené. Lui c'était pas de la je pense. Si. C'était quand même un chef d'État. Quand on parle dans nos livres scolaires, dans manuels scolaires, qui oui. الأمير عبد القادر تلقى في المقاومة الشعبية ممتلئة بالمقرانين Mais c'est ça qui nous tue. Si on n'arrive pas à le mettre à l'écran, et on n'arrive pas à le mettre dans les livres,
Quand est-ce qu'on aura la dimension? Les manuels scolaires, depuis qu'on a connu l'école, les manuels scolaires ont dénaturé le combat de l'Émirat al-Qadr. Ont dénaturé le combat, je suis désolé. Bon, pour terminer, je voudrais laisser la parole à nos invités. Donc on a tiré un sujet, donc reddition ou pas reddition, donc c'était important. Et comme a dit M. Sehdar Ahmed, c'est pour parler de ce problème-là, de cette partie de l'histoire de l'Émirat al-Qadr, surtout le dernier moment de l'art, il faut donc des colloques et des trucs, et des archives, et puis il y a beaucoup de choses. Il y a une recherche assidue, très profonde de la part des académiciens. Je pense de la part des académiciens pour arriver à tirer au clair le geste d'Émirat al-Qadr. Seul l'Émirat al-Qadr peut, nous le dire. Mais malheureusement, son geste est resté. طبيب غادي نرسل لك البوكان هذاك تاع الكنديان وانت تقسم على صح. هي votre un mot pour la merci d'abord pour m'avoir invité et j'espère que ça va continuer Inch'Allah parce que même si c'est des discussions haka tout à fait informelles et très rapides, mais juste quand il y a des questionnements comme ça, c'est déjà important. C'est moi, je renoue avec mes préoccupations, vous allez dire, parce que professionnelles. Je suis archiviste. Donc, moi, j'invite tout le monde à. Tu sais, il y a eu la fondation Émirat al-Qadr qui était chargée de mettre en relief l'image de l'Amir et l'écriture de l'histoire de l'Amir, etc. Et parmi ces objectifs, c'était de rassembler tout ce qui était écrit sur l'Amir et par l'Amir, et aussi toutes ses archives. Mais ça n'a jamais été fait. Ça n'a jamais été fait, je ne sais pas pourquoi, mais... Moi, j'ai eu le plaisir d'écrire un livre sur l'histoire des archives, comment les archives se sont constituées en Algérie. Alors, il y a un paragraphe sur les archives de l'Émirat al-Qadr. Et pour écrire l'Émirat al-Qadr, il faut avoir sous la main ces archives. Or, ces archives sont dispersées dans le monde entier. Il y en a un peu en Algérie, il y en a, comme on dit, si c'est là, en Turquie, il y en a en Syrie, il y en a beaucoup en France, il y en a chez les religieuses de l'Église française, etc., chez le Vatican, aux États-Unis, il y en a plein. Donc jamais un travail n'a été fait. On peut reprocher aux historiens, on peut reprocher aussi aux archivistes de ne pas avoir le travail de répertorier toutes les archives. Non, maintenant, avant de terminer, juste quelque chose qui reste toujours en suspens. Après sa libération, l'Émirat al-Qadr, lorsque Napoléon III est venu et lui a annoncé sa libération. Donc, le prince-président, qui était prince-président, donc il a utilisé l'oral d'Émirat al-Qadr pour lancer une campagne pour la réhabilitation de l'Empire. Et puis, c'était le suffrage universel pour réhabiliter l'Empire. Et l'émir a demandé à son libérateur de lui réserver une urne pour participer au suffrage. Symboliquement. Symboliquement, tout est symbolique. Donc, moi je dis, c'est important. Comment se fait-il que l'émir, lui qui a combattu l'Empire français, a demandé une urne pour que lui et ses compagnons qui étaient en détention puissent participer à ce suffrage pour la réhabilitation de l'Empire. Est-ce que c'est une décision? Le Tbali n'était pas politique. Mais ça, c'est ma conviction, c'est pas un grand politique, c'était un génie sur tous les plans, mais c'était pas un politique. Monsieur Abdelhamid. Oui, Driss, mon ami. Driss regrette qu'on n'ait pas encore fait de film sur l'émir. Mais si vous allez trouver un acteur comme ça, pour me laisser l'émir tranquille, l'émir n'a jamais ressemblé à ça. Il n'a jamais été aussi triste. Et ça, c'est un livre algérien. Oui. Voilà, c'est déjà, je considère ça comme un outrage mémoriel, comme ça, de ternir l'image
de l'émir, où Bijou avait dit dans le visage de il y a du Jésus. S'il y a du Jésus, alors laissons l'émir. Non, justement, elle avait posé un problème d'une acuité légendaire. ما نعرفوش نكتبوا. Spécialistes, des portraitistes, c'est des spécialistes qui font de l'histoire d'un individu dans un contexte. C'est-à-dire qu'ils décrivent tout un contexte historique autour d'un individu. Des artistes de l'école des Beaux-Arts qui sont très bien, les jeunes mais toujours est-il que l'image de je veux dire, la physionomie est très difficile à établir. Alors je demanderais que les générations jaïnes puissent connaître l'émir mieux que nous. Mieux que nous. Donc, et puis voilà, je laisse la parole à notre... Je pense que si on n'arrive pas à transmettre l'esprit ou la dimension universelle de l'émir à travers le livre, parce que le livre devient un peu lourd à lire en ce moment avec les générations ados, ce qui est important, c'est l'écran maintenant, c'est les médias. Si on arrive à le mettre, à donner sa véritable valeur sur un écran de cinéma, je pense que ça serait une des grandes choses qu'aurait fait la culture. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La Sédic, je vous remercie. Concernant l'Amir Abdelkader, كاين خاص واحد كي يقرا على الامير عبد القادر يقرا عليه وتوت اوبجيكتيفيتي، على خاطرش في ليستوار كما كان يقول السي هاني التاريخ مبني على الاوبجيكتيفيتي. دونك استسلم ولا ما استسلمش، حنايا اللي نعرفوه باللي ما استسلمش عند الاوكسيدون ولا عند الغرب ولا عند المؤرخ. انا اللي نعرفه انا بيرسونيلمون عند الغرب ولا عند المؤرخين سي نورمال، سي تو افي نورمال باش يشوهوا الصوره تاع الامير عبد القادر كما كنا نتكلموا عليه، باش يشوهوا الصوره تاعو ويشوهوا الصوره تاع الجزائر، بالسيف عليهم بيقولوا كيما هكا بعد المعاهده تاع تافنا. دونك ربما تكون عنده استراتيجي على هذيك المعاهده تاع تافنا. هذا الشيء اللي بغيت نقول. Voilà, merci beaucoup, mes chers amis. Nous remercions l'hôtel Eden, donc de sa contribution pour cet espace culturel. Voilà, et remercie tout le monde. La prochaine fois, je pense que ce sera un débat sur les archives donc algériennes avec notre ami Hani Abdelkader, donc d'ici 15 jours à mois. Et voilà, merci beaucoup et bon courage. Salam alaikum.